Le salaire, moins on y pense, plus on gagne bien sa vie. Moi, j'ai jamais pensé à gagner ma vie. Jamais. J'ai toujours fait des choses qui m'ont intéressé, qui m'ont passionné, qui m'ont fait plaisir. Je m'aperçois qu'à Montpellier, il y a une dynamique entrepreneuriale assez forte. Alors, évidemment, il n'y a pas des multinationales, voilà, on dit Septéo un peu une... Mais pour arriver chez Septéo, on est parti tout petit. Exactement. Donc il y a plein de petites boîtes qui vont devenir des Septéo futurs, enfin j'en suis convaincu. L'entrepreneuriat, c'est pas je baisse la tête, je fonce. Là, c'est souvent la garantie de se prendre un mur. Il faut quand même regarder où on va. On a vite tendance un peu à se prendre pour qui on n'est pas. La force, je crois, d'un fondateur, c'est que j'ai connu la toute petite boîte. Bonjour à toutes et à tous et encore un merci. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur Vie Lumière et vraiment c'est ce qui nous donne de la force pour continuer, donc un grand merci à tous. Aujourd'hui, notre invité est à la tête de Septéo, le premier groupe numérique régional, une licorne française valorisée à plus de 3 milliards en 2025 avec plus de 3000 collaborateurs et des solutions logicielles utilisées et qui touchent plus de 40 millions de personnes, même 50 millions de personnes en Europe chaque année. Montpellierin d'adoption, Cévenol de cœur, il incarne une réussite rare. PDG redoutablement efficace, président du club de rugby de Palavas, il construit à la fois des entreprises solides et des liens sincères. Dans cet épisode, nous allons parler de croissance, d'IA, de management et de sens, et bien évidemment de son attachement à Montpellier. Bonjour Hugues, c'est un plaisir de te recevoir ici. Première question qui est toujours la même, que représente donc Montpellier pour toi ? Alors bonjour d'abord, que représente ma résidence principale. Donc si j'évoque Montpellier parce que je n'y suis pas si souvent que ça, finalement je bouge beaucoup. Ouais. Mais c'est là où je me rattache. Montpellier pour moi c'est un point dans le sud de la France où je vais devoir atterrir à un moment donné parce qu'il y a mon lit, quoi. Donc Montpellier représente ça. Puis Montpellier finalement représente la première ville de liberté pour moi parce que j'étais interne. Vous avez dit que j'étais Cévenol de cœur, mais j'étais interne en Lozère, en Mende, quand j'ai passé mon bac. J'ai vu ça. Et c'était vraiment, j'avais besoin de sortir. Quand on est interne, vous savez, on aspire à beaucoup de liberté. J'ai atterri à Montpellier. J'ai atterri à Montpellier et ça a été ma première ville où finalement je me suis fait en tant qu'homme. Tu as parlé un petit peu de ton passage à Mende et après que tu as bougé derrière. Si tu devais raconter ton histoire comme un film, ça serait quoi pour toi les premières scènes clés, les moments vraiment importants de ton enfance, ton adolescence et ta jeune vie d'adulte ? Alors, entre mon enfance et ma vie d'adulte, il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est vrai que je suis un petit Lozérien, un petit Cévenol. Et j'ose dire que mes images d'enfance, ce sont des images merveilleuses. En fait, j'ai grandi en fait dans la nature. Ça m'a beaucoup apporté, je crois, pour deux raisons. D'abord, parce que ça m'a donné la conviction que de toute façon, il fallait faire son avenir ailleurs, parce que c'était compliqué de grandir et d'avoir un avenir professionnel en Cévennes, même si les Cévennes, je suis quand même un grand promoteur des Cévennes, je pourrais en parler très longtemps. Hein. Les Cévennes sont un endroit merveilleux et la Lozère de façon générale. Hein. Je confirme. Je suis aussi, voilà, vous confirmez, c'est génial, tu confirmes, pardon. Mais en même temps, sachant que pour s'ouvrir, il faut partir, donc immédiatement très jeune, l'envie, le besoin de découvrir le monde, le besoin de parcourir d'autres lieux. De rencontrer d'autres personnes, ça c'est quelque chose qui est important pour toi, ça. C'est double, oui, c'est très important. Et à la fois cet attachement aussi à la nature et à la terre. J'ai pas besoin de m'affirmer comme un amoureux de la nature. Je connais spontanément la nature parce que depuis toujours j'ai gambadé, je suis capable de savoir ce qu'est un frêne et un hêtre. Je sais, j'ai pas besoin qu'on m'apprenne d'aller au salon de l'agriculture à Paris pour
faire la différence entre une génisse et une vache, etc. Enfin, je veux dire, je suis né dans la nature. Donc ça, c'est mes images de jeunesse, associées aussi à l'obligation de bien travailler, parce que je suis fils d'une famille d'enseignants. J'ai vu ça. J'étais obligé d'être toujours plutôt pas mauvais à l'école. Tu avais les dictées à la maison? Non, même pas, mais j'avais l'obligation de résultat. Donc ça, j'ai appris très vite ce que c'était que l'obligation de résultat, les objectifs. Et ça, c'était très clair. Après ma vie d'adulte, les déclics, c'est toujours des déclics de changement. Donc j'arrive à Montpellier, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai exprimé, ville de liberté, où je me suis aperçu que la liberté, finalement, c'était bien, mais il fallait la cadrer, parce que sinon, je n'aurais pas les résultats que j'attendais. Et je peux vous raconter une anecdote ou pas là? Bah, bien sûr. Allez, je vous raconte une anecdote. Moi, j'ai passé un bac C à l'époque. Alors, il faut être très vieux pour connaître le bac C. Même moi, je l'ai pas. C'était les bacs mathématiques, Okay, les maths très scientifiques. Okay. Vous avez beaucoup de maths et physique. Donc, j'ai passé ce bac que j'ai eu avec mention. Et donc, j'ai fait, quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai fait Sciences Éco. Okay. Et donc, j'étais a priori très à l'aise en maths. Et mon premier, évidemment, je vous ai parlé de liberté. Mon premier, ça s'appelait les examens de fin de semestre, les partiels, voilà, les fins de semestre. En maths, j'ai 2 sur 20. Je précise, pas sur 2. Donc pour quelqu'un qui était très bon en maths, etc., enfin, qui était à l'aise en maths, donc ça a mis un coup. Et j'ai le prof en rentrant dans les copies, parce qu'à l'époque on n'était pas si nombreux que ça, et il rend en copie, il me dit vous devrez commencer à vous inscrire ailleurs. Voilà, et donc je me suis dit, et là ça m'a mis un coup, et je me suis dit je vais prouver que je n'ai pas besoin de m'inscrire ailleurs. Et ça a été des moments clés où on est obligé de se remettre en question et on est obligé de bosser. Tu t'es servi de cette remarque et de cette mauvaise note pour te rebooster, te remotiver. Absolument. Et partir de l'avant. Et rebosser, okay. Voilà. Et rebosser. Rebosser, parce que la liberté, on est très épris de liberté, mais on s'aperçoit que la liberté n'est rien si on ne se crée pas quand même un cadre et une certaine rigueur pour être bien dans cette liberté. Justement et c'est déjà, je trouve, un très bon tips, parce que c'est vrai que Montpellier, c'est une belle ville, il se passe plein de choses, avec plein de loisirs. Mais c'est bien aussi de se dire qu'il faut quand même avoir une rigueur pour réussir, tout en profitant à côté, mais d'intégrer ça rapidement, comme tu l'as fait, ça peut être... Je connaissais bien la GEM, pour les vieux Montpelliérains, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Mais la GEM, c'était l'endroit où tous les étudiants sortaient à l'époque. Ok, la GEM, ça parlera peut-être à voilà, certains. Tous les quinquas de Montpellier qui ont fait des études à Montpellier connaissent. C'était où exactement à Montpellier? C'était en Place Jean Jaurès, une petite rue, là, je ne connais plus le nom de la rue, une rue presque en face de la Place Jean Jaurès. Okay. Là, plusieurs étages, c'était très sympa d'ailleurs. Et ça a été quoi derrière ton déclic pour dire ok, je crée ma boîte? Pas seul, on va en parler un peu plus tard, mais qui a fait que ok, je ne veux pas faire de la finance, je veux plutôt m'orienter vers ça, mais ce côté entrepreneuriat qui est... Avant de revenir à cette interview, j'aimerais te présenter le but de ce podcast. Je ne sais pas toi, mais nous, chez Ville Lumière, on a marre qu'en France, on pense que tout se passe à Paris, que seuls les Parisiens réussissent et que tout a lieu dans notre belle capitale. On en a marre des préjugés, clichés, qui empêchent certains d'avoir de grandes ambitions et qui peuvent créer des complexes d'infériorité. On en a marre de ces idioties et de dire qu'il n'y a qu'une seule manière de réussir. C'est pour ça que chez Ville Lumière, l'intention est de te montrer qu'il y a des personnes exceptionnelles qui viennent de province, des hommes et des femmes avec des parcours incroyables qui viennent de chez toi. Et pour cette première année, nous avons décidé d'aller dans la magnifique ville du Sud, Montpellier. Une ville dynamique, jeune, très sportive, mais surtout avec de nombreuses personnalités très inspirantes. Montpellier mérite d'être mise en lumière. L'idée est que tu t'assoies avec nous pour kiffer ce moment et comprendre ces personnalités, leur vie, leur fonctionnement, leur réussite et leurs échecs. La volonté, c'est d'apporter un max de valeur, mais surtout, faire passer le message que tout est possible. Qui que tu sois, où que tu sois. Avec ces épisodes, tu vas retrouver un format long, brut, du genre que tu peux écouter à la salle de sport, en voyage ou quand tu as besoin d'un boost d'inspiration. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Cela compte énormément pour nous. Cela nous permet d'avoir des invités incroyables, mais souvent très durs d'accès. En tout cas, si tu t'abonnes, je t'en suis très reconnaissant. Et on va t'envoyer du contenu de fou avec beaucoup de force.
En fait, je ne me suis jamais posé la question parce que c'est pareil, les parcours sont très étonnants. Je suis rentré de Madrid, j'avais besoin de faire un stage absolument de 6 mois dans une boîte qui était en Espagne, qui avait une relation avec l'Espagne. Et en fait, je suis rentré dans une PME qui m'a demandé, qui m'a dit, ben voilà, il faudrait qu'on a envie d'ouvrir une filiale en Espagne, est-ce que tu peux t'en occuper? Il n'y avait rien. Donc je lui ai dit, ben oui, très bien. T'as pas peur quand même, hein, globalement, quand on fait des j'ai pris une R5, c'est la voiture de l'époque, et je suis parti en Espagne. J'ai créé une filiale en Espagne, j'ai créé tout de A à Z en Espagne. Et donc j'ai créé la première boîte que j'ai créée, finalement c'est une boîte à Barcelone. À Barcelone, ok. Voilà, et donc je suis devenu le directeur général, Donc très jeune, à 25 ans. Ouais, très jeune. Donc voilà, donc moi, ma première expérience professionnelle, ça a été de créer une boîte et d'en assumer la direction, mais d'une petite boîte. Donc je faisais tout, le commerce, l'organisation. J'ai fait une joint venture avec une autre boîte espagnole pour arriver à la créer. Après, il y a eu tous les problèmes que peuvent engendrer les joint ventures, donc on a repris le pouvoir, etc. Il a fallu que je me batte contre l'actionnaire. Bon, bref, ça a été une grande expérience. Ça a été, voilà. Difficulté entrepreneuriale. Et de ce moment-là à Septéo, comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Wow, c'est très compliqué. Hein. C'est pas une heure qu'il faut. C'est quand même une tranche de vingtaine d'années. Donc c'est non, un retour en France, reprise d'une activité aussi dans le logiciel, parce que là c'était dans le logiciel, mais dans le tourisme. Reprise d'une activité dans le logiciel, mais dans la legal tech, là pour le coup, et ça y est, on se rapproche quand même de ce que fait Septéo. Je crée la boîte, je développe la boîte. Entre-temps, j'étais associé mon associé souhaite partir, donc on split la boîte. Et je me retrouve chez Wolters Kluwer, qui est l'un des plus grands éditeurs mondiaux de fonds documentaires dans le légal. Donc je pars à Paris pendant 3 ans comme patron de la branche légale, software légal de cette multinationale. En même temps, il me nomme directeur commercial et marketing du groupe à Paris. Donc, c'est mes premières rencontres avec un COMEX d'une multinationale, etc. Donc, c'est une grosse expérience parisienne à 35 ans. Donc, nouvelle expérience très sympa aussi à Paris, à 35 ans, Paris, etc. 35 ans à Paris sur un poste quand comme on ça, a en plus, quand on a les moyens de pouvoir s'exprimer, c'était de très belles années. Et puis très rapidement, je me dis, ma fibre c'est la création d'entreprise et je ne suis pas forcément complètement à l'aise là-dedans, même si tout s'est relativement bien passé. Donc j'ai démissionné pour racheter une boîte, pour recréer une boîte. Très fort. Et voilà, et là il y a une association avec 2 autres personnes sur Montpellier pour créer au fur et à mesure Septéo. Voilà. L'impression que tu me donnes, c'est que tu écoutes beaucoup ton intuition et ce que tu aimes faire. J'ai toujours écouté mon intuition, tout le temps. Quand je pars de chez Wolters Kluwer, donc je suis au COMEX de Wolters Kluwer, je gagne bien ma vie, je suis sur le plan matériel, je suis très à l'aise. Quand je dis à tout le monde, je plante tout pour reprendre une boîte, tout le monde... c'est pas rationnel. Ouais. C'est pas rationnel, mais c'est... D'un point de vue extérieur, c'est pas rationnel. C'est pas rationnel effectivement, si on le regarde de l'extérieur. Mais en fait, moi, ça m'a rendu beaucoup plus heureux, beaucoup plus moi-même, avec des galères. Parce que quand on reprend une boîte, c'est des galères à n'en plus finir. Mais après ça, vous ne le voyez pas. Vous vous dites, je veux être moi-même. C'est un conseil que tu pourrais donner, ça, aux gens de s'écouter et de ne pas forcément regarder que le côté matériel, financier ou autre, mais plutôt aller vers quelque chose que tu aimes faire? Oui, parce que moi je le dis tout le temps, et c'est un mode de management pour moi. Alors ça inspire aussi mon modèle de management, c'est-à-dire que je dis toujours dans la boîte, il faut donner la responsabilité à tout le monde de façon à ce que cette responsabilité apporte beaucoup plus d'efficacité à tout le monde. Si vous êtes responsable, vous êtes efficace. Je pense que vous l'avez expérimenté, tu l'as expérimenté, tu l'as expérimenté régulièrement. Ouais. Et si tu es efficace et que tu es responsable, tu prends beaucoup de plaisir à tout ce que tu fais.
Donc voilà, il faut s'écouter, mais attention, il faut s'écouter en étant responsable de ce qu'on fait. C'est-à-dire pas dire oh, bah, je vais arrêter Bien sûr. parce que j'en ai marre. Oui, Ouais. mais ça, c'est pas un objectif. Ouais. C'est très bien que tu fasses ce parallèle-là. C'est la flemme, comme ils disent aujourd'hui. Oui, bon, ça, c'est s'écouter pour ne pas faire. Mais à partir du moment où vous avez un objectif, il faut toujours s'écouter. Et je dis aussi, voilà, c'est comme la même chose pour le salaire. Le salaire, moins on y pense, plus on gagne bien sa vie. Moi, j'ai jamais pensé à gagner ma vie. Jamais. J'ai toujours fait des choses qui m'ont intéressé, qui m'ont passionné, qui m'ont fait plaisir. Et il y a des tas de moments dans ma vie où je me suis dit, mais c'est incroyable que tu aies fait ça. Tu aurais vraiment pu le faire autrement. Ça ne m'a pas empêché de vivre correctement et de bien vivre et finalement, au bout du compte, d'être très à l'aise. Donc, mais c'est une conséquence. Voilà, c'est une conséquence. Et je crois fondamentalement à l'intuition, parce que c'est ce qui fait aussi la différence. Ouais. Je le vois dans un groupe aujourd'hui que je dirige qui est forcément beaucoup plus cadré, structuré, où on a tendance toujours à vouloir toujours organiser les choses, processer les choses. Je pense que tout le monde est capable de processer. Par contre, l'intuition des uns et des autres fait souvent la différence. C'est top, ça fait une belle transition, on va en parler. On va commencer à parler de Septéo, donc que tu as créé avec 2 autres associés, en partant presque de rien, tu l'as dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est une boîte, on a parlé en introduction, qui est valorisée à plus de 3 milliards, avec un CA très conséquent. Comment tu as vécu cette montée en puissance on part de presque rien, et là, on est un fleuron régional, national, avec une visibilité comme ça, avec plus de 3000 salariés. Ça doit être impactant émotionnellement en termes de gestion. Comment vous avez géré ça et comment tu l'as géré? Alors, en fait, ça ne se gère pas parce que vous ne le voyez pas, puisque vous le construisez au fur et à mesure. Donc, vous voyez, vous, tous les steps. Bien sûr. Donc, au fur et à mesure, c'est comme vieillir, on ne se voit jamais vieillir, parce qu'on se voit tous les matins. C'est vrai. Donc, jamais personne ne se voit vieillir. On apprend, et qui vous montre que vous avez vieilli? Le regard des autres. C'est la maquilleuse tout à l'heure, à qui je dis, rendez-moi 10 ans de... Voilà, là, je m'aperçois que j'ai vieilli, mais sinon, je vis pas ma vie, on ne vit pas sa vieillesse. Donc, c'est naturel, quoi. Ça se fait naturellement. Et donc là, pareil, on ne vit pas sa croissance. On la construit et on la voit tous les jours. Donc, on le voit par le regard des autres. Alors, effectivement, on le voit par le regard des autres. J'étais hier à Vivatech. J'ai bien vu ici ou là, quand j'étais interrogé, que forcément, Septéo marque le paysage industriel du numérique en France, du software, pas du numérique d'ailleurs. Mais voilà, c'est comme ça que je le vois, par le regard des autres. Est-ce que tu peux nous expliquer très brièvement, Septéo, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ce que ça représente et qui vous touchez concrètement? Alors, Septéo, comme tu l'as dit, c'est 3200 personnes. C'est une industrie du software. Alors, je le précise parce que souvent, quand on parle d'informatique, on met tout dans l'informatique, et notamment beaucoup de services. Nous, on n'est pas du tout on n'est pas une ESN, une SS2I, on est un éditeur de logiciels. Un éditeur de logiciels, c'est un industriel du logiciel. Donc, on crée des logiciels, des programmes à destination des professionnels qu'on adresse. Les professionnels, quels sont-ils? Ce sont des professionnels du droit, essentiellement. Alors, notaires, avocats, directeurs juridiques, huissiers, etc. Voilà, mais par ruissellement également tout l'immobilier, donc les administrateurs de biens, les syndics, tout ce qui font de la transaction immobilière. Par ruissellement également tout ce qui est hospitalité, donc gestion des logiciels pour d'hôtellerie de plein air, d'hôtellerie, de ce côté-là. Donc, et par ruissellement de l'autre côté, c'est-à-dire les avocats, les ressources humaines, donc tout ce qui est logiciel pour les directions des ressources humaines, et tout ce qui est formation continue, donc l'éducation, c'est-à-dire les organismes de formation et les organisations pour les formations pour les apprentis. Donc voilà tous les logiciels que l'on fait, mais le cœur, c'est de la legal tech, ce qu'on appelle la legal tech, logiciel pour les professionnels du droit. Et c'est là donc, comme on disait,
il y a 50 millions de personnes en Europe qui sont touchées chaque année. C'est quand même Alors, incroyable. effectivement, quand on dit c'est pas très sexy les logiciels pour les professionnels du droit. Mais en fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est que nous tous, chaque année, il y a quelque chose qui va transformer notre vie. Et dans ce qui va transformer notre vie, on va être obligé de passer par un professionnel du droit, ou en fait un professionnel en tout cas qui sera adressé par Septéo. Et ça nous touche fondamentalement. Ouais. J'achète une maison. Alors, on se rappelle quand on va acheter une maison. Ouais. Il y a un professionnel Je te confirme. qui va faire la vente et c'est un professionnel qui est touché, qui a des logiciels Septéo. J'ai une problématique de copropriété, n'importe quoi. Je m'en souviens, j'ai un professionnel de Septéo. Je crée une entreprise, j'ai un professionnel de Septéo. Je grandis professionnellement, j'ai un professionnel de Septéo. Je loue, etc. Je fais une formation, je m'arrête pour faire une formation, j'ai un professionnel de Septéo. Donc chaque fois que vous avez des transformations dans votre vie dont vous vous rappelez, systématiquement, vous avez un professionnel qui utilise les logiciels de Septéo. Et il y en a 50 millions par an, effectivement. C'est fou et bravo Hugues, et je peux dire en tant que Montpelliérain, en plus c'est à Latte, on tourne ici à Latte, on est très fiers d'avoir des entreprises comme ça et je suis très heureux de mettre en valeur ce genre d'entreprise parce que voilà, il n'y en a pas non plus des milliers à Montpellier et l'idée c'est que ça continue à se développer, que ça continue à donner du sens et des inspirations à certains ici. C'est possible à Montpellier de créer des choses qui touchent des millions et des dizaines de millions de personnes. Donc bravo. La question qui m'est venue quand je savais que j'allais te recevoir, c'est quand on a un tel navire, comment on garde une vision claire et humaine quand on le pilote. En gros, qu'est-ce que tu refuses absolument de sacrifier dans tes valeurs ou dans la façon de faire fonctionner la boîte, même dans cette hyper-croissance? Alors en fait, je ne crois pas que je sacrifie quoi que ce soit, j'essaie de rester moi-même. Le risque toujours, quand on est sollicité et qu'on a une boîte de dimension européenne, parce qu'en fait, Septéo, c'est à Montpellier, mais c'est vrai que c'est une boîte, un industriel du software qui a une dimension européenne. Je pense qu'on a vite tendance un peu à se prendre pour qui on n'est pas. La force, je crois, d'un fondateur, c'est que j'ai connu la toute petite boîte. Ouais. Donc, tu sais d'où tu viens. Donc finalement, j'ai été une petite boîte. Donc c'est pas parce que maintenant je suis gros, plus connu, que la boîte a de l'impact nationalement sur le plan européen que je dois, moi, changer. Alors, je dis, dans mes habitudes, forcément, j'ai un peu changé. Je te disais tout à l'heure que je ne gérais plus mon agenda. Voilà, typiquement, c'est quelque chose qui a changé et qui a été pour moi, un peu stressant. Mais en termes, mes valeurs, en tout cas, ce que je porte en moi, ne doit pas changer. Et je crois, alors évidemment, peut-être que mes proches me diraient, mais si, tu es devenu un vrai con depuis que tu t'es pris à... Je n'ai pas ces échos-là pour l'instant. Bon, ça va. mais en tout cas, on essaie de ne pas changer, notamment la relation avec chacun de ses collaborateurs. Chaque collaborateur chez Septéo a une mission, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de grande mission et de petite mission, il y a une mission. Et chacun a sa place, pour peu qu'il se sente responsable, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la mission qu'il porte. Alors ça allait être une de mes questions, c'était la culture d'entreprise qui semble très forte chez Septéo. Moi qui connais un peu du monde chez Septéo, ça se ressent. Comment toi tu la définis et comment tu fais pour la transmettre à grande échelle, un peu en parallèle avec ce que tu viens de me dire? Alors je l'ai dit, moi, la responsabilité c'est la base. Vous savez, je suis Cévenol. En Cévennes, il y a une notion qui est très importante notamment dans l'histoire Cévenol des Parpaillots, c'est la notion de responsabilité. Donc c'est une boîte qui se veut responsable. On peut grandir chez Septéo, on peut faire de belles choses, mais il faut être responsable. Okay. En revanche, si on ne se sent pas responsable et si on veut essayer de couler des jours heureux sans prendre de risques et de responsabilités, c'est pas trop la boîte qui met ça en valeur.
Bon, après, il y a 3000 personnes, donc c'est très, il y a une culture, et puis après, elle transpire plus ou moins en fonction des boîtes. Vous savez, Barcelone a sa propre culture. On a une grosse FIA à Barcelone, Liège ou Bruxelles a sa propre culture, Tunis a sa propre culture, Montréal a sa propre culture. Vous voyez, donc il faut aussi faire avec les cultures locales, y compris Montpellier, bon, le siège social où on est il y a plus de 1000 au siège social à Montpellier, a sa culture qui va être différente de Paris. Vous voyez, par exemple, le télétravail, c'est beaucoup plus facile de faire revenir tout le monde pour créer une ambiance collective, un esprit d'équipe à Montpellier. À Paris, les contraintes de transport font que c'est plus compliqué d'avoir tout le monde au bureau, etc. Bon, vous voyez, donc il faut faire la culture de l'entreprise est une chose et après les adaptations locales en sont une autre. En parlant de télétravail, même d'hybridation, c'est des vrais sujets en ce moment dans le monde de l'entreprise. Comment toi, chez Septéo, et vous, de manière générale, vous le gérez ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez complètement développé? Est-ce que vous en revenez un petit peu comme certains? Enfin, comment toi, tu vois les choses par rapport à ça? Alors, la première des choses, c'est que nous, chez Septéo, on n'a pas pris de mesures à l'échelle du groupe. C'est-à-dire que moi, j'ai systématiquement demandé que ce soit les équipes dans les services qui prennent ces décisions-là, parce que c'est eux qui se rendent compte s'ils ont besoin de leurs équipes ou pas sur place, ou s'ils peuvent faire du télétravail. Tu as responsabilisé encore une fois les personnes sur place. C'est la responsabilité de chaque service dans chaque BU, donc Business Unit, pardon. Donc ça n'a pas été une décision d'en haut du tout. C'est quand on me dit qu'est-ce qu'on fait chez Septéo, ben, on fait ce que les services souhaitent faire. Okay. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a malgré tout eu beaucoup de télétravail. Globalement, si on le regarde à l'échelle de Septéo, 2 jours par semaine. Moi, je pense qu'on est au max 2 jours par semaine. Encore une fois, je n'aime pas être dogmatique, donc je ne vais pas dire ça marche ou ça ne marche pas. Je pense qu'il faut l'évaluer en fonction des différents services. Mais je suis persuadé que l'entreprise, c'est d'abord une équipe. C'est un chemin qu'on parcourt ensemble. C'est la volonté d'avoir une vision commune. Et une vision commune tout seul dans son salon ou dans sa chambre, c'est quand même plus compliqué qu'avec ses petits camarades. Je te rejoins. Et donc, je pense que le télétravail peut être une réponse ponctuellement. C'est pas la peine de plomber tout le monde s'il y a 3 heures de transport parce qu'il y a grève comme ce matin, des VTC qui ont bloqué le tram et qui ont tout bloqué. Travaille de chez toi, te prends pas la tête. Si tu faut 1h30 pour venir au boulot, tu seras plus efficace à ça 1h30 chez toi. En revanche, se détacher complètement de ses collègues, donc de son équipe, donc du projet collectif, c'est toujours pour moi quelque chose qui ne va pas avec l'esprit d'entreprise. Toi qui es proche de l'esprit rugby en plus. Absolument. Les similitudes sont tout à fait. Nombreuses. Maintenant, sur l'intelligence artificielle qui bouscule tous les métiers, y compris les vôtres, comment toi tu vois son intégration dans l'avenir de Septéo et dans ton secteur en général? Alors, dans l'industrie du software, l'IA, c'est pas peut-être, c'est à coup sûr. Oui, pour le coup. Voilà, donc d'ailleurs, l'IA ne se développera que parce que les verticaux, quand je dis les verticaux, c'est les éditeurs de logiciels qui font dans les domaines verticaux, c'est-à-dire les métiers spécifiques, vont utiliser notamment tous les LLM. Alors ça ne parle peut-être pas à tout le monde, les LLM, c'est le langage généraliste d'intelligence artificielle. Et on va les utiliser pour pouvoir donner à l'ensemble de nos utilisateurs des solutions dans leur métier. Tant qu'il n'y aura pas de solution dans les métiers, l'IA, ce sera un concept. Et donc on est en train de transformer le concept en un outil réellement utilisable pour chacun de nos métiers. Là, c'est en cours, là. Là, c'est en cours. Il faut savoir que chez Septéo, il y a 60 millions par an qui sont investis dans la R&D, recherche et développement. 60 millions par an. Énorme. Voilà. Là-dedans, il y en a une très grosse partie qui est orientée vers l'intelligence artificielle. Toutes nos business units doivent avoir une partie IA adossée à son équipe de développement, de R&D. Toutes. Pour une raison toute simple, c'est que c'est ce qui va transformer demain les outils software. Et on n'en est même plus aux IA classiques. On parle aujourd'hui d'agentique, c'est-à-dire les agents IA. Les agents IA, ils font de l'analyse et prennent des décisions.
Ils à prennent notre place. à votre place. Donc Voilà. ils prennent des décisions stratégiques sur le développement de l'intelligence artificielle. Absolument. Et pourquoi donc c'est important de le faire sur des métiers? C'est parce qu'en fait, il y a un contexte. Et le contexte, ce qui est important dans une IA, c'est qu'elle contextualise le métier. C'est-à-dire, vous êtes journaliste, vous me posez des questions. Si l'IA comprend que vous êtes journaliste et que vous posez des questions, elle va peut-être vous proposer des questions intelligentes. Ouais. Si par contre elle n'a aucune conscience de ce que vous êtes et dans quel contexte elle opère, elle va vous faire dire n'importe quoi. Donc, d'où l'importance d'avoir un environnement métier très important et de la data, et d'où l'importance de la data, puisqu'on maîtrise beaucoup, on a beaucoup de data, tout éditeur de logiciels, tout industriel du logiciel a beaucoup de data, d'avoir de la data métier qui va permettre d'orienter les intelligences artificielles. Ok, ah ouais, donc on est au niveau supérieur et en tout cas j'ai bien noté qu'il fallait peut-être que j'ai un agent IA pour poser des questions un peu plus intelligentes. Non, elles sont très intelligentes. Par ailleurs, je pense que tu n'en as pas besoin. Mais... non, mais c'est d'accord, on est vraiment au niveau supérieur. Et là, tu penses qu'il va y avoir un bouleversement là bientôt par rapport à tout ça? Oui, alors je vais dire des banalités, donc j'ose à peine les dire, mais il n'y a qu'à ouvrir un journal, lire un post, regarder un post, n'importe quoi. Bien sûr que l'IA va transformer le monde. L'IA va transformer le monde. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la société, le monde change. Et le monde change. Il y a eu évidemment l'arrivée d'Internet, le web, on parle des réseaux sociaux, là on parle de violences qui émaneraient, de violences chez les jeunes, qui émaneraient des réseaux sociaux, etc. Donc tout ça, c'est une transformation sociétale très forte. Et l'IA va en apporter une autre. Va en apporter une qui va être de nature très forte. Moi, je le compare assez... Il y en a qui disent l'IA, ça va transformer le monde comme le feu a transformé le monde. Alors, je ne sais pas, peut-être, c'est la prospective, elle vaut ce qu'elle vaut, je ne sais pas. Dire que c'est une transformation radicale qui va s'opérer, par contre, c'est assez certain. Moi, je le comparerais plutôt à la découverte de l'imprimerie. Okay. Vous voyez, et qui crée un tournant majeur de l'histoire de l'humanité. Absolument, et qui crée aussi des interrogations et des peurs. Ouais. Vous savez, jusqu'à présent, avant l'imprimerie, il faut se remettre dans un contexte. C'était les moines qui recopiaient la Bible. Ouais. Donc, le savoir était très maîtrisé, extrêmement maîtrisé. Quand Gutenberg découvre l'imprimerie, le savoir passe dans les mains de tout le monde, du jour au lendemain. Alors, par de la lecture, on va pouvoir accéder à tout le savoir. Et donc, il y a une dépossession des sachants qui fait très peur. Et oui, mais attendez, on ne peut pas mettre un livre dans les mains de n'importe qui. Je pense qu'il se posait ces questions-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on nous invite à lire? Mais je suis sûr qu'il y a 400, 500 ans, on disait attention, on ne peut pas mettre un livre dans les mains de n'importe qui. Il va apprendre des choses. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à analyser ce qu'on lisait. Ouais. C'est le bon, le moins bon, etc. Et donc, chacun s'est fait sa propre opinion. Donc, on a développé l'esprit critique aussi. Donc l'IA va développer forcément l'esprit critique. Bien sûr qu'on va mettre de l'IA dans les mains de tout le monde, comme on a mis les réseaux sociaux dans les mains de tout le monde, mais on est en train de développer aussi l'esprit critique. Alors j'ai une vision peut-être très optimiste des choses, mais c'est la réalité. Qu'on ait besoin peut-être de mettre des barrières, des garde-fous, éduquer nos enfants. Parce que peut-être que ce qu'on ne fait pas, c'est que finalement on éduque, il y a de l'éducation civique à l'école. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait de l'éducation réseaux sociaux. Qu'on explique à nos enfants que sur les réseaux sociaux, il y avait le meilleur et le pire. Ouais. Et qu'il faut peut-être trier. Voilà. Donc, l'IA va engendrer cette transformation encore plus brutale. J'adore l'analogie avec l'imprimerie et je trouve que c'est bien aussi d'envoyer des messages positifs et essayer de voir comment on peut orienter ça de manière à transformer positivement le monde et l'histoire. Donc, je te remercie, c'était très clair. Maintenant, si on repart un peu sur du terre-à-terre, tu es aussi président du club de rugby de Palavas. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte en tant qu'homme et même en tant que dirigeant, le fait de présider ça? Alors là, on repart sur du terre-à-terre. Hein. Là, c'est du terre-à-terre. Sur le pré, comme on dit en rugby. Alors, d'abord, le goût du sport, le goût du rugby en tant que sport collectif, que je n'ai jamais pratiqué, il faut quand même le savoir, je n'ai jamais fait de rugby de ma vie. Okay. Et l'analogie avec l'entreprise.
Et le fait aussi de développer ça autour d'un gros projet ESG, environnement, sociétal, gouvernance au sein de Septéo, qui fait finalement percevoir que parce que le club de Palavas, qu'on appelle le RCM, Rugby Club Méditerranée à Palavas, pourquoi Rugby Club de Méditerranée? Parce que ça permet de fédérer aussi un certain nombre d'écoles de rugby, parce qu'il y a aussi cette notion de fédérer plein d'écoles de rugby autour du bassin sud de Montpellier, de façon à créer une école de rugby plus importante et de donner une perspective à tous ces jeunes entre le très haut niveau, où ont le plaisir d'accéder, et où le niveau intermédiaire permet quand même de pouvoir s'identifier, de pouvoir se donner aussi des perspectives d'avenir quand on est jeune rugbyman. Donc, qu'est-ce qui me plaît là-dedans? Je vous l'ai dit, de montrer à beaucoup de salariés de Septéo que les associations, le bénévolat était une valeur qui existait toujours. Okay. Et on a pas mal de salariés de Septéo qui s'investissent dans le bénévolat de ce club-là. Et ça, c'est très positif. Il y a un vrai lien entre Septéo et le club. Alors. Absolument, absolument. Okay. Et ça, c'est très fort. Et ça, je suis assez fier de ça. Ça permet plutôt que de passer ses dimanches devant la télé à manger des pizzas, de montrer qu'il y a beaucoup de plaisir à côtoyer le monde le dimanche autour du sport. Porter des bières à l'extérieur. Porter les bières, servir au bar, organiser la réception d'avant-match, la logistique, suivre les joueurs, etc. Enfin bon, il y a des tas de choses dans le rugby. Et ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est l'analogie sport de combat collectif et l'entreprise. Comment ensemble on est capable de se donner un objectif commun et d'essayer de le réaliser. Alors là, en la matière, on n'est pas très bon à RCM parce que c'était dit on monte en fédéral 1, on n'y est toujours pas. D'accord. Fédéral 2 actuellement. Voilà. Okay. Mais en même temps, ça donne beaucoup d'humilité parce que le sport, vous savez, à part cette année, on avait une équipe qui a très bien joué au rugby, qui avait de très bons matchs, qui a été qualifié pour les phases finales, qui a passé le match de barrage et qui s'est fait éliminer face à une équipe qui était une très belle équipe mais qui aurait dû passer parce qu'ils ont très bien joué et sur 1 ou 2 points dans le match où le sort a tourné, où l'arbitrage n'a pas été très favorable, on a perdu ce match alors qu'on doit le gagner. Et là, c'est beaucoup d'humilité. Il faut être capable de se dire, bon, ok, il faut savoir l'accepter. Et le sport, parfois, pivote sur pas grand-chose. Ouais, je suis entièrement d'accord. Alors, toi qui es footeux, c'est encore pire le foot. Alors, moi qui suis footeux, il y a des vraies analogies à faire également. Alors, les valeurs du rugby sont très belles, mais de manière générale, dans les sports collectifs, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit les résultats concrètement et ça ramène à une forme d'humilité, comme tu dis, de travail. Et là, le PSG l'a montré récemment, la force du collectif. Et je trouve que c'est parlant quand on veut expliquer et qu'on fait des analogies ou des parallèles. C'est beaucoup plus parlant quand on explique via des résultats et du sport. Donc, je comprends complètement le lien. Alors, par contre, dans le collectif, dans les sports collectifs, il y a un élément sur lequel il faut être très regardant, c'est que il faut que tout le monde mette la même intensité dans sa capacité à apporter au collectif, d'où la notion de responsabilité. Parce qu'il y en a qui peuvent se cacher derrière d'autres. Je suis clairement d'accord avec ça. Donc il faut être vigilant à ce que chacun apporte le même niveau d'intensité. Et c'est au manager d'être vigilant, mais potentiellement même aussi aux coéquipiers à côté. Absolument. C'est quoi ta soupape, ton échappatoire, quand tu veux déconnecter totalement du business? Maintenant, une question qui fait un peu sens avec l'existence de ce podcast. Est-ce que tu trouves que pour réussir, il faut absolument passer à Paris? Non, clairement non. Paris, alors quand on est français, Paris est un passage, est un nœud de business, évidemment, où on va avoir, où on peut, et comme tout a été fait pour, notamment les transports, pour se retrouver à Paris. C'est plus facile pour un Lyonnais, un Bordelais, un Montpellierin de se retrouver à Paris que de se retrouver à Bordeaux ou à Lyon, vous voyez, ou à Montpellier. Donc Paris est un nœud en France. Après, regardez les boîtes qui se sont développées, regardez les entrepreneurs. Les entrepreneurs, je ne parle pas après les gestionnaires. Mais les entrepreneurs sont souvent des gens de province. Pour être entrepreneur, il faut avoir faim,
Il faut, d'ailleurs, à Montpellier, puisqu'on parle de Montpellier, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent on parlait de mes origines, il y a beaucoup d'entrepreneurs lozériens à Montpellier. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aveyronnais. J'ai vu que tu en parlais sur une Ouais, interview. et parce que il y a un esprit d'entreprise dans ces endroits plus ruraux, parce qu'il faut se sortir, et pour s'en sortir, il faut d'abord penser comment nous on peut s'en sortir. Il ne faut pas attendre que l'État nous aide. Voilà. Et d'ailleurs, comment tu vois la dynamique business à Montpellier? Alors, moi je pense que cette ville s'est beaucoup transformée sur ces... puisqu'en fait, je parlais tout à l'heure de ma première expérience à Montpellier quand j'étais étudiant, donc je vais parler d'une trentaine d'années. C'est une ville qui s'est beaucoup transformée. L'écosystème business a beaucoup changé. D'ailleurs, il y en a qui ne l'ont pas vu. Il y en a qui ne se sont pas rendus compte, mais d'autres qui se sont rendus compte. Oui, c'est clair. Je pense qu'il y a un bon écosystème du numérique. On parle beaucoup de santé à Montpellier. Alors le numérique, ça peut toucher la santé, ça peut toucher d'autres domaines. C'est transversal en effet. Donc il y a un écosystème de la santé, je crois, qui est poussé notamment par les collectivités locales, qui est un écosystème, je crois, assez puissant. Mais de façon générale, il y a un écosystème du numérique qui est assez puissant. Évidemment, Septéo peut être une locomotive de ce point de vue pour la métropole de Montpellier. Hein. On n'est pas Airbus comme Toulouse, mais enfin, pour le numérique à Montpellier, Septéo quand même peut être une locomotive. Je pense qu'il y a beaucoup, c'est la même chose, je dirais, que pour Lozère, à Montpellier, on n'a pas l'aéronautique, contrairement à nos amis toulousains. Donc il faut se débrouiller à créer nous-mêmes notre propre écosystème et ça pousse à l'esprit d'entrepreneur. Vous voyez, et donc je m'aperçois qu'à Montpellier, il y a une dynamique entrepreneuriale assez forte. Alors évidemment, il n'y a pas des multinationales, voilà, on dit Septéo un peu mais pour arriver chez Septéo, on est parti tout petit. Exactement. Donc il y a plein de petites boîtes qui vont devenir des Septéo futurs, enfin j'en suis convaincu. C'est très inspirant. Et d'ailleurs, pour terminer cette première partie, si tu avais un jeune Montpelliérain face à toi et qui souhaite se lancer, tu lui dirais quoi? Alors, il faut se garder de dire il faut. Première chose. Ce que je lui dirais, c'est que il faut avoir de la conviction, mais il ne faut pas partir tête baissée. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est pas je baisse la tête, je fonce. Là, c'est souvent la garantie de se prendre un mur. Il faut quand même regarder où on va, savoir où on va, pourquoi on y va, et s'il y a des opportunités. S'il y a zéro opportunité quand tu vas tête baissée, ça n'a aucun sens. Donc, mais une fois qu'on a à peu près cerné ce qu'on voulait faire et le potentiel d'un marché qu'on veut atteindre, et les capacités qu'on a à scaler, c'est aller chercher du financement possible ou des clients, hein, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de financement, mais nous on a parlé de clients avant de parler de financement. Hein, donc je pense qu'il faut aussi beaucoup parler de clients dans l'entrepreneuriat. À ce moment-là, il faut suivre sa trajectoire et y aller à fond et pas se poser de questions. Okay. Et pas surtout s'obliger à écouter toutes ces injonctions à droite, à gauche, sur des experts, il y en a partout. Tout le monde est là pour vous conseiller à faire ou à ne pas faire. Donc avoir une conviction très profonde en ayant étudié ce qu'on voulait faire et une conviction profonde. C'est la conviction qui fait l'entrepreneur. La conviction. Gardez bien ça en tête. Merci Hugues. On va passer maintenant aux cartes qui sont devant toi. Ouais. Je vais te demander de lire les questions, il y en a 4. Et j'ai pas besoin de lunettes alors. Et normalement, tu n'as pas besoin de lunettes, tu me diras. C'est écrit suffisamment gros. J'en tire une, pardon. Alors oui, vas-y, tu peux tirer la première. La première, allez. Tu peux la lire à voix haute et après y répondre. La décision la plus difficile que tu aies eu à prendre sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, moi, les décisions les plus difficiles à prendre, toujours, c'est me séparer de quelqu'un que j'aime beaucoup. Quelle que soit encore une fois la mission dans laquelle il est au sein de l'entreprise, parce qu'en fait il n'y a pas de jugement de valeur quand on se sépare de quelqu'un.
on se sépare parfois de personnes parce que la trajectoire n'est plus la même, personne n'est heureux. C'est faire la part des choses, du coup, entre C'est la être capable relation et de dire, l'intérêt, voilà, on peut plus bosser ensemble, mais sans se juger. Merci. Tu peux Tiens, enchaîner derrière. Un moment où tu as été le plus ému. Globalement, perso, professionnel. Moi, je suis très affectif, donc je suis très ému très vite. Donc il y a plein de choses qui m'émeuvent, mais par exemple, j'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à mes enfants. J'ai consacré assez peu de temps à mes enfants. Et je me rappelle d'un moment, alors, vous l'aurez d'ailleurs jamais dit, hein, où j'ai regardé une vidéo où je voyais, par exemple, j'ai jamais fait une kermesse d'école, vous voyez, je suis père indigne. Et où je les voyais, j'ai vu mes aînés à une kermesse et je ne sais plus exactement, ils jouaient, je sais pas quoi, ou ils chantaient. Et j'ai vu mes enfants là jouer sur une scène et j'étais, voilà, ça m'a fait une petite larme à l'œil. Je me suis dit, mais finalement, je suis passé à côté de ça et voilà, je me rappelle de ce moment d'émotion, voilà. Que tu as vécu intérieurement. J'ai vécu très fort, voilà. Après, il y a plein de moments d'émotion collectifs dans la vie de l'entreprise qui sont très, très forts. Je te remercie pour ce moment de sincérité. Je t'en prie. Allez, la troisième. Qu'est-ce que tu fais mieux que 95% des gens? C'est fou de demander aux autres. Ma modestie m'empêche de savoir, je ne sais pas. Tu es plus modeste que 95% des gens, peut-être déjà. Je sais pas. Je sais pas. Je peux dire en fait, je ne sais pas ce que je fais mieux. Et je fais aussi beaucoup de choses moins bien. Je sais pas, je pense que ce qui m'a aidé dans ma vie, c'est mon esprit de synthèse. Voilà. Parce que quand même, sur plein d'idées, je suis capable de dire. Voilà, okay. C'est ça qu'il faut extraire. Les informations importantes et les ressortir et les extraire valoriser. La substantifique moelle, comme on dirait. Ouais. Voilà. Après, est-ce que je le fais mieux? Là, franchement, je suis incapable de dire. Il y a beaucoup de choses aussi que je fais très mal. Donc, la cuisine, le bricolage et plein d'autres trucs. Bon. Alors, je t'en prie, la dernière. Comment être heureux? Alors là, comment être heureux? Il faut faire venir un philosophe. C'est une question profonde, en effet. Ouais. Je ne sais pas comment être heureux. Être soi-même, c'est déjà pas mal. Être soi-même, je pense que ne pas être en rupture avec ce qu'on est soi-même, parce que on ne peut pas toute sa vie être confronté à l'image qu'on donne et ce qu'on est soi-même. Bien sûr. C'est un travail trop complexe pour son cerveau, je pense. On est dans l'ambivalence, c'est très compliqué. Donc, on parle souvent de désalignement qui fait que même on ne se reconnaît pas là-dedans. Voilà. Donc arriver à être soi-même. Tu te considères heureux, toi? Ouais, moi alors, encore une fois, tout est relatif. Non, je suis en tout cas relativement épanoui. Ouais. Je ne sais pas si c'est la notion d'heureux est liée à l'épanouissement. Mais en fait, je ne sais pas, il faudrait que je reprenne mes cours de philo et que je rebosse ça. Je vais rechercher la notion. Une personne qui m'a répondu il n'y a pas longtemps, moi au final, je ne recherche pas le bonheur, ça m'a marqué. Il m'a dit, moi ce que je veux dans la vie, c'est être en paix. Parce que le bonheur et des moments de joie peuvent sous-entendre qu'il y aura des moments de moins bien. Moi, je veux juste me sentir apaisé. Ouais. Et l'épanouissement, ça peut aussi aller vers une forme de... Ouais, alors c'est toujours pareil, je crois que c'est des propos, c'est des concepts très philosophiques. Bien sûr. Et en fait, ils sont très personnels. Parce qu'être en paix peut aussi vouloir dire qu'on n'aime pas les côtés erratiques de la vie. Moi, ça me donne beaucoup de plaisir. Ouais. Être en paix, est-ce qu'être en paix, ça veut dire avoir une vie assez linéaire pour être en paix? Est-ce que c'est ça? C'est peut-être pas ça d'ailleurs, Luc a voulu exprimer ton... Ça mériterait d'aller un peu plus loin, en effet. Mais moi, ce qui me donne beaucoup de plaisir et qui me rend heureux, c'est justement l'excitation de la vie. Donc les beaux moments, on les voit parce qu'on connaît des moments plus difficiles. Donc ça rend heureux. Ça me rend... voilà.
savoir les apprécier. Et c'est pour ça que je parlais d'épanouissement. Mais est-ce que le terme heureux est lié à l'épanouissement? Je ne sais pas, c'est très philosophique. Tu sais apprécier, toi, les bons moments? Parce que des fois, on est pris dans une entreprise comme ça, enfin, tu grandis, il y a tellement d'étapes. Tu arrives à dire, OK, là, ce que j'ai fait ou ce qu'on a fait, c'est bien, et j'en suis heureux, j'en profite. Oui, alors non, je ne sais pas si je suis capable de les apprécier du tout. Là, ta question, je te dirais sans doute que non. Ce qui est clair, c'est que dans mon métier, je passe par exactement ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire je passe à des moments juste exaltants. En me disant, mon métier est un métier de rêve. Et par des moments où je me dis, mais que c'est dur d'assumer tout ça, et pourquoi j'assume tout ça, et voilà. Donc tu vois, t'as vraiment les... Et c'est ce qui, sans doute, fait l'épanouissement. C'est pour ça que je disais, je suis moins à l'aise avec la notion de paix, parce que la paix, pour moi, c'est un équilibre trop linéaire. Mais je ne sais pas. Je te remercie, Hugues. On va passer du coup à la dernière partie de cette interview. Questions rapides, réponses rapides. L'idée, c'est que je te pose des questions plutôt courtes et que tu répondes de manière spontanée à ces questions. Ah, tu as noté que je réponds de façon spontanée. Hein. Toujours, j'ai vu ça. Si tu pouvais déjeuner avec la personne de ton choix dans ce monde, tu choisirais qui? Ah, on m'a déjà posé la question, oui. Je ne sais plus quand, et je suis même certain que j'ai répondu Napoléon. J'ai vu ça. Hugues, c'est quoi le plus bel accomplissement de ta vie? Bah, si je sais pas, je sais pas, je suis incapable de répondre à cette question. La question serait de dire, quand même, j'ai des enfants, et avoir des enfants et le lien que j'ai avec mes enfants, forcément, c'est un accomplissement important, mais cet accomplissement n'existerait pas si je n'avais pas accompli tout le reste de ma vie. Donc c'est difficile de détacher quelque chose dans sa vie. L'accomplissement de ma vie, c'est d'avoir forgé la vie que j'ai voulu. Voilà. J'ai fait ce que j'avais envie de faire. Voilà. Et c'est déjà beaucoup, avec passion, toujours avec passion. Et ça se sent quand on parle. Ouais. Qu'est-ce qui t'énerve chez les autres? La critique. Les gens qui critiquent ça me horripile. de manière gratuite, de manière... Et puis alors, c'est un sport en France. Et souvent, la critique est de la part de ceux qui, finalement, font pas grand-chose. Alors, attention, pas grand-chose, ça veut rien dire. Chacun fait sa part encore, hein, mais critiquer systématiquement, toujours, tout le temps, en particulier ceux qui essaient de faire, parce que globalement, la critique, elle tombe sur ceux qui essaient de faire, parce que ceux qui font rien, en général. Ouais. Et ça, c'est un peu le don, surtout dans les temps qui courent, où tout est compliqué, où tout est complexe, où créer est difficile, il y a ce qui vous tombe dessus n'est jamais, est toujours multiforme, protéiforme, etc. Et puis critiquer, pas pouvoir dire ouais, effectivement, je n'aurais pas fait comme ça, mais quand même, ce qu'il a fait, c'est bien. Vous voyez, on peut avoir. Ça ne veut pas dire perdre son esprit critique, mais ça veut dire arrêter d'enfoncer systématiquement les gens qui essaient de faire quelque chose, quoi. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect, moi, avec les gens qui entreprennent, les gens qui dirigent, les gens qui font, les gens qui mettent en place des choses. J'ai plutôt tendance à essayer de les valoriser et d'être fier de ce qu'ils font pour eux, parce que je sais qu'à côté, il y a tellement de gens qui peuvent critiquer parce qu'ils n'ont pas forcément le courage de faire ça. Oui, mais je t'en remercie, mais ce n'est pas que les entrepreneurs. C'est des associations, clairement. Des politiques, des sportifs. C'est bien aussi de parler des politiques comme ça, voilà. Parce que des fois, voilà, et on peut ne pas être d'accord avec tout ce qui est fait sur le plan de la politique, mais en fait, on vote. La première de nos responsabilités, c'est de voter. Et on ne peut pas dire ils sont tous cons et puis voter pour eux. Votez pour quelqu'un d'autre ou votez pour. Enfin, je veux dire, on se décharge beaucoup de sa propre responsabilité. On se décharge de sa responsabilité. Vous voyez, c'est bien dit. Hugues, tu préfères être aimé, craint ou respecté? Respecté, ça, aucun doute. Tu préfères dîner avec ton toi de 10 ans ou de 80 ans? De 80 ans, je crois que j'aurai l'occasion de dîner avec lui.
Enfin, peut-être, si l'expression Dieu me prête vie. Je te le souhaite. Par contre, celui de 30 balais. De 10 ans. De 10 ans, pardon. Ouais, alors de 10 ans. Ah, de 10 ans, de 10 ans. Ouais, Âge de 10 ans. ouais, Ah non, âge de l'âge 10 de ans. 10 ans, ouais. Ouais. Ah oui, oui. Non, l'âge de 10 ans. Ah oui, oui. Et tu lui dirais Je quoi? croyais il y a 10 ans. Je serais assez ému d'ailleurs. Hein. C'est vrai que c'est. Surtout. Surtout fais ce que tu veux faire. Surtout fais ce que tu veux faire. Et voilà. Ne dévie pas, fais ce que tu veux faire. Ouais. Je suis heureux d'avoir fait ce que j'ai fait. Au final, c'est ce qu'il a fait. On peut faire mieux. Mais bon, j'ai pas de frustration. J'ai pas tellement de frustration en fait. Hugues, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Non, je crois pas. Et du coup, est-ce que toute Je suis vérité... pas un fan absolu de la transparence à tout prix, sur tout, pour tout. C'est une anecdote. Hier, je lisais le journal et la Haute Autorité de la transparence politique donnait tout ce que les ministres actuels possédaient. Oui. Savoir que le ministre de l'Outre-mer, je dis Outre-mer, n'importe quoi, possède une commode Louis XIV dans sa chambre à coucher qui vaut 3 500 €, franchement, c'est de la transparence à 2 balles. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et ça, c'est une vérité qui n'a aucun intérêt. C'est du populisme à 2 balles. Et... Pardon. Ouais, mais c'est bien, c'est un beau coup de gueule qui est passé et qu'en plus je suis d'accord avec ça, donc je suis heureux de l'entendre lire. Question un peu particulière maintenant. Si j'avais une enveloppe avec la date et l'horaire exact de ta mort, est-ce que tu souhaiterais que je te la donne? Non. Je préfère ne pas savoir et vivre dans... Surtout pas, tu la gardes, tu la planques, tu l'enterres, tu fais ce que tu veux, tu la brûles. Ok. Quelle part de toi as-tu longtemps cachée et que tu assumes aujourd'hui? Peut-être ma part de petit lozérien. Quand on grandit, qu'on est dans les grandes villes, qu'on prend des responsabilités, qu'on est jeune. Mais alors, oui et non. Parce que tu as noté que ce qui me rattachait à Montpellier, j'ai oublié de le dire, c'était mon accent. C'est vrai qu'il y a un accent... Il y a quand même plus beaucoup de Montpelliérains. Il y a plus beaucoup de Montpelliérains qui ont cet accent du Midi, qui est quand même assez proche de cette région. C'est vrai. Et pour avoir vécu un peu partout, j'aurais très bien pu, sans faire de gros efforts, perdre mon accent. J'ai jamais perdu mon accent parce que je me suis jamais forcé à le perdre. Et j'ai toujours eu je me suis dit que mon accent m'a jamais porté préjudice. Donc j'ai jamais voulu gommer cette partie-là. Mais quand on grandit, à un moment donné, le côté rural peut, si on n'a pas confiance en soi, ça peut nous ramener à comment dire, on a voilà, qui tu es, toi, du fin fond de Saint-Lozère. Voilà, ça c'est l'assurance que j'ai aujourd'hui me permet de revendiquer cette ruralité comme quelque chose qui, au contraire, a beaucoup porté. Mais je pense que c'est un atout par rapport à quelqu'un qui arrive du 8e arrondissement de Paris, au bout du bout. Ouais. Mais il faut l'accepter, il faut le... Mais après, il faut se battre aussi un peu plus quand même. Hein. Hugues, quel est ton restaurant préféré à Montpellier? J'en ai pas mal. J'en ai un assez près de chez moi qui est un peu souvent ma cantine, sur laquelle on m'apporte tout de suite mon demi lorsque j'arrive. C'est la brasserie du théâtre parce que je suis femme. Mais j'en ai un autre qui est pas à Montpellier, qui est à Pérols, qui s'appelle le Douandé. Chez Luc, qui est à côté de la mairie. Je ne connais pas. Et il faudra y aller. Donc dans le centre de Pérols, c'est ça. Qui est en face de la mairie. Okay. Et lorsque j'ai vraiment envie, à la fin d'une journée, à midi, ou lorsque j'ai envie de déjeuner en me relâchant, je vais au Douandé chez Luc. Ok, notez bien l'adresse et allez tester le Douandé chez Luc. Quel est ton bar préféré? Et Corinne, je ne vais pas citer Corinne. Et Corinne, pas oublier Corinne. Luc et Corinne. Coco. Quel est ton bar préféré à Montpellier, Hugues? Alors j'ai moins dans les bars. Hein, je vais beaucoup moins dans les bars. J'ai moins dans les bars, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à m'asseoir sur une terrasse du Café Jo, par exemple.
Le classique. C'est très classique. La Jean Jaurès à Montpellier, qui est un peu l'âme de Montpellier. Voilà, et là on voit passer et on se dit, voilà, on est à Montpellier. Voilà. Alors, voilà, il est là depuis tellement d'années, je l'ai toujours retrouvé, et puis on peut y manger, on peut y boire un coup, on peut, voilà. C'est vrai que ça réunit beaucoup de générations, le Café Joueur à Absolument. Montpellier. Le meilleur endroit pour faire la fête à Montpellier, selon toi? Ah, la gym, c'est fini. Faire la fête à Montpellier, je suis en train de réfléchir où est-ce que j'ai fait la fête à Montpellier récemment. À la Guinguette chez Septéo, chaque année, au mois de juillet, mais il faut être chez Septéo. Signé chez Septéo, vous allez pouvoir faire la fête à la Guinguette. Et je sais pas. Il pourrait avoir, par exemple, le Mas du Cheval, qui pourrait être un endroit... Absolument, le Mas du Cheval. Et je te disais d'ailleurs qu'on y a fêté. On a fait plusieurs événements au Mas du Cheval pour les 10 ans de plusieurs boîtes. On avait fait des événements aussi, des keynotes ici. Donc on a fait je me rappelle d'ailleurs d'une grosse soirée sur la BU Avocat qui a été faite ici où il y a eu une grosse soirée. Voilà. Les 2 dernières questions maintenant. Un message que tu laisserais aux Montpelliérains, ce serait lequel? Moi, je pense qu'il faut avoir conscience qu'on est dans une région quand même qui est une très belle région, où on a la chance d'avoir la mer, la montagne, le soleil, et à la fois un peu de pluie quand même, parce qu'il pleut, c'est pas une... De temps en temps. Voilà, de temps en temps. C'est une très belle région. C'est le pourtour méditerranéen. On en pense qu'on en veut, c'est une très belle région. Donc, comme on a la chance d'être dans une très belle région, de s'ouvrir, d'être... non pas se refermer, mais s'ouvrir. S'ouvrir. C'est-à-dire qu'on doit accepter qu'il y ait plus de monde qui viennent nous rejoindre dans cette région, s'ouvrir aux cultures, s'ouvrir aux technos, s'ouvrir au monde, parce qu'on a la chance de vivre dans une bonne région. Et pas refuser que le Parisien vienne, que le Lyonnais arrive, que l'étranger remplisse les villes de Montpellier, que si, que mi. Évidemment, en acceptant de vivre ensemble et en acceptant les règles de vie communes, évidemment, bien sûr, en se respectant. Je pense qu'il faut être ouvert. On vit dans une tellement belle région qui a les capacités qui attire beaucoup de monde. Les régions les plus dynamiques de France. Il faut qu'on soit à cette image-là, c'est-à-dire qu'on ait un esprit très ouvert, qu'on n'ait pas qu'on ne se referme pas sur nous-mêmes parce qu'on vit dans une belle région. Au contraire, ça doit nous imposer l'obligation de s'ouvrir aux autres. L'ouverture, messieurs, dames. Et dernière question, un message que tu laisserais à tes enfants. Il est un peu similaire. En fait, moi, message que je laisserai à mes enfants, en tout cas que j'essaie de leur transmettre, c'est un message de curiosité. Voilà, il faut être toujours curieux sur le monde. Curieux sur les femmes et les hommes qui vous entourent, curieux sur l'intelligence autour de soi, curieux sur les pratiques, sur les modes de vie. La curiosité est une force incroyable et il faut être curieux. Il faut être curieux parce que, d'abord, ça nous rend modestes. Parce que plus on est curieux, plus on s'aperçoit qu'on ne sait pas grand-chose. Ouais. Et que beaucoup savent beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, là, il y a un éclaireur, il y a un producteur, voilà, je ne sais absolument rien de ce qu'il fait. J'adorerais avoir ses compétences, je n'en ai aucune. Et je me dis que je ne sais vraiment rien. Donc voilà, être curieux de ce que font les autres, ce que la vie nous apporte, voilà, je pense que c'est... Voilà, je redirais ça. La curiosité. Merci Hugues, c'était un plaisir, un vrai bon moment de partage, passer avec toi sur ton côté humain, sur ton côté authentique, que j'ai vraiment apprécié, que j'ai adoré. Merci à toutes. Pour terminer, Hugues, si tu devais décrire Montpellier en un mot ou une phrase pour conclure ce podcast, ça serait quoi? Je ne vais pas reprendre une expression qui pourrait être sexiste, mais on ne pourrait pas la dire, donc je vais juste rester sur le soleil, la mer, le soleil, la mer, la luminosité. Et la luminosité, en effet. Merci. Merci à toi.